Rebonjour pour la suite du WIF. Aujourd'hui, nous allons parler de la solidarité. Peut-elle nous montrer l'exemple sur le digital? Et j'accueille Marc Arthur de SOS Méditerranée. Il occupe aujourd'hui le poste de directeur de la communication et de la mobilisation citoyenne. Alors Marc Arthur, est-ce que tu peux nous parler un peu du début de SOS Méditerranée pour ceux qui ne connaissent pas forcément le projet? Ouais, bonjour. SOS Méditerranée, donc c'est une association civile européenne de sauvetage en mer, créée en 2015 par des citoyens décidés à agir face aux naufrages à répétition, au drame des naufrages à répétition en Méditerranée centrale. On a 3 missions: sauver, protéger et témoigner de la situation en Méditerranée centrale, ce qu'on appelle Méditerranée centrale. C'est grosso modo les eaux internationales au nord de la Libye. Et donc on vient à l'aide d'un bateau qui s'appelle l'Ocean Viking, on vient en aide aux embarcations en détresse en mer. Voilà, l'association elle a été créée en 2015 et aujourd'hui on est présent dans 4 pays en Europe, en France, en Italie, en Suisse et en Allemagne. Et il y a en France plus de 600 bénévoles actifs à travers 17 antennes bénévoles. Okay. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire justement comment est-ce que l'association a démarré? Il me semble qu'elle a démarré un peu grâce au crowdfunding. Oui, tout à fait. Donc le projet initial, c'était à l'initiative d'un capitaine de marine marchande qui s'appelle Klaus Vogel, qui est allemand, complètement indigné par ces naufrages à répétition, s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose, on va affréter un bateau. Un bateau, ça coûte cher à affréter. Aujourd'hui, celui qu'on opère, l'Ocean Viking, pour vous donner un ordre d'idée, ça coûte 14 000 € par jour. Et donc, il fallait trouver de l'argent pour faire ça. Et donc, il y a eu cette idée de lancer une campagne de financement participatif sur Ulule. Il y avait un montant initial de 100 000 € et plus de 3 000 personnes ont participé et permis de récolter 274 000 € la première fois. Ouais. Et ces 274 000 € en fait ont permis l'affrètement d'une première opération, de partir, de montrer que c'était possible, que des citoyens étaient capables de se mobiliser pour faire quelque chose là où les États étaient défaillants, les citoyens étaient capables de passer à l'action. Et puis ensuite, il a fallu continuer à alimenter cette machine à travers le don de citoyens, justement. Et ça, aujourd'hui, c'est encore les citoyens qui financent cette opération, c'est pas les États ni qui que ce soit. Non, c'est pas du tout les États. Aujourd'hui, on est financé à 92% par du don privé. Ce qu'on appelle du don privé, c'est soit des individus, soit des entreprises. Et dans ces 92%, c'est à peu près moitié-moitié. Et il y a quelques dons publics qui sont plutôt le fait de collectivités territoriales. D'accord. Voilà. Et là, aujourd'hui, donc, vous êtes dans une situation un peu particulière puisque l'Ocean Viking est coincé par les autorités italiennes. Ouais. Et vous avez lancé une pétition contre cette opération et vous avez utilisé une plateforme de signature en ligne qui est change.org. Si vous voulez aller la signer, change.org/Ocean Viking. Ouais. Absolument. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les associations de sauvetage en mer, donc on est quelques-uns à opérer sur cette zone, font l'objet d'un harcèlement absolument cynique de la part des États qui nous empêche en fait non seulement de faire le travail qu'on souhaite faire, de venir en aide à ces embarcations. On parle de gens qui se noient, on parle de naufrages, on parle de plus de 20 000 morts en Méditerranée centrale selon l'OIM, l'Observatoire international des migrants, depuis 2015. Donc c'est vraiment des chiffres qui font froid dans le dos, clairement. Et le 22 juillet dernier, suite à une opération qui s'est déroulée comme elle s'est déroulée, assez compliquée parce qu'on a eu beaucoup de mal à avoir un endroit pour débarquer. Je peux vous expliquer un tout petit peu comment ça marche. Mais concrètement, on a besoin d'avoir l'aval d'une autorité compétente pour pouvoir débarquer dans un lieu sûr. Bien sûr. Une opération de sauvetage est terminée que quand on nous a attribué un lieu sûr et qu'on peut débarquer les rescapés. Et un lieu sûr, c'est évidemment un endroit où ils vont être en sécurité et donc pas les ramener en Libye, qui est un pays en guerre, je vous le rappelle. Donc, on a mis quasiment 2 semaines à avoir un lieu sûr qui nous a été attribué. Suite à ça, on a eu
un contrôle du port. C'est une procédure administrative où il a été décrété qu'on ne respectait pas tout un nombre de critères pour faire notre métier, qui est donc du sauvetage en mer. Et notamment, il nous a été reproché, en fait c'est la plus grosse aberration, il nous est reproché finalement de ne pas avoir les capacités nécessaires en fait, de transporter un nombre de passagers. J'utilise le mot passager à dessein puisqu'en fait on a un bateau qui a des autorisations pour une cinquantaine de passagers et de considérer les rescapés comme des passagers. Et donc on est à l'intérieur d'une forme d'acharnement contre l'Océan Viking qui fait qu'on ne peut pas aujourd'hui reprendre la mer. C'est interdit par l'Italie. Et donc pour élever la voix d'une certaine manière et pour montrer la mobilisation européenne contre ce type de décision, on a lancé cette pétition qui aujourd'hui a été signée par un peu plus de 110 000 personnes, 112 000 personnes, et que je vous invite évidemment à signer parce qu'il faut que ça cesse, tout simplement. Et justement, vous utilisez les plateformes sociales pour faire passer ce message, c'est très important pour vous, plus que d'autres choses d'une association. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu comment chaque plateforme est utilisée justement à ces fins d'information et de transmission de votre mission? Alors, il y a 3 missions chez SOS Méditerranée qui sont sauver, protéger et témoigner. Sauver et protéger, c'est l'opération en mer. C'est-à-dire venir à secours des embarcations et les débarquer dans un lieu sûr, comme je vous l'expliquais. Et puis il y a cette mission de témoignage. Elle est évidemment extrêmement importante parce que, pour faire très simple, s'il y avait personne sur zone, personne ne pourrait se rendre compte de ce qui s'y passe. Bien sûr. Et on ferait d'une certaine manière un petit peu l'autruche. Donc cette mission de témoignage, elle est extrêmement forte. Nous, on a, pour SOS, la partie française de SOS Méditerranée France, on est présent sur différentes plateformes, donc Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram, en plus d'avoir un site internet. En fait, qu'on le veuille ou non, une organisation comme la nôtre, on devient un média, c'est-à-dire qu'on devient un média d'information au sens où on documente tout ce qu'on fait. Donc, quand on est en mer, on a un logbook, c'est-à-dire une partie de notre site internet où on peut suivre, où tout est documenté. Et comme on est dans un environnement extrêmement complexe, on va dire, il est important pour nous de faire preuve de beaucoup de documentation et beaucoup de transparence. Et à bord, il y a toujours un photographe embarqué, lorsque c'est possible. Pardon, bon, je passe un peu sur les détails, mais un photographe et des journalistes qui sont indépendants et qui sont là pour documenter. Tout ça pour dire que on fait du témoignage et ce témoignage nous permet d'informer les gens sur la situation en Méditerranée. Grosso modo, on utilise beaucoup Twitter parce que Twitter, c'est très suivi par les journalistes. Donc, on a un rapport très informatif sur ce réseau-là. Et quand on publie, on sait que la plupart du temps, on va être lu par des gens qui s'intéressent au sujet qui est le nôtre, les sujets de migration et les sujets du sauvetage en mer. On va avoir quelque chose d'un un petit peu plus large en termes de contenu sur Facebook. Et on a commencé Instagram il y a 2 ans pour aller chercher une audience aussi un petit peu plus jeune, puisque on sait que Facebook, Twitter sont un peu délaissés par les audiences les plus jeunes et que c'est très important pour nous de parler au public le plus large possible. Alors on ne parle pas que à travers les plateformes, mais cette mission de témoignage, elle passe aussi par là. Et donc dans les contenus qu'on propose, qu'on diffuse, ça va être des témoignages de rescapés, ça va être des témoignages liés, plutôt des articles liés à la situation mer Méditerranée centrale. Ça va être des interviews de nos bénévoles ou des gens qui font partie du comité de soutien. Bref, c'est de montrer un petit peu les différents aspects, les différents visages de SOS Méditerranée, mais au-delà de ce qui se passe, de ce contexte. Et est-ce que cette mission, elle pourrait exister sans ces plateformes sociales aujourd'hui? Si, imaginons que vous ayez obtenu des fonds pour faire un sauvetage, mais personne ne le voit. Est-ce que ça a vraiment une… Notre mandat, dans notre mandat, dans les statuts de SOS Méditerranée, il y a le témoignage. C'est-à-dire que ça fait partie de notre mission. Elle est
aussi importante que de sauver des vies, parce que Mm. témoigner permet aux gens d'informer et il n'y a que la connaissance qui nous permet d'agir. Donc la réponse est oui et non. On pourrait continuer à informer différemment, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, comme on le faisait avant, j'ai envie de dire avant Internet ou même avant le télégramme. Mais ça facilite forcément la diffusion d'informations. Après, on ne va pas se mentir, on n'est pas le sujet qui intéresse le plus les populations. On est dans une période qui est extrêmement anxiogène entre le Covid, la crise économique. On se rajoute, on est un sujet parmi d'autres pour les gens sur les plateformes. Et ça, c'est ça qui est très particulier avec le numérique. Et justement, quand on regarde le feed de SOS Méditerranée, on se rend compte que vous avez une ligne éditoriale qui est très claire, que vous avez tenue jusqu'au bout et qui est un peu l'antithèse de la recherche d'images choc ou d'images qu'on a l'habitude de voir quand une association nous demande notre participation à travers des dons ou des retweets. Vous avez vraiment un rôle d'information et même de partager tout le déroulé depuis le sauvetage jusqu'à la chaîne humaine qui va jusqu'en ville et jusqu'aux citoyens. Ouais. Alors 2 choses. Déjà, on essaye autant que possible, j'ai envie de dire toujours en fait, de ne publier que des informations vérifiées. Et ça va un peu à l'encontre de la loi de l'immédiateté des réseaux sociaux. Donc, parfois, il peut y avoir des buzz qui s'allument sur les plateformes pour telle ou telle raison. Nous, avant de créer une réaction, on va toujours vérifier les faits parce que c'est extrêmement sensible. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on est sur un sujet extrêmement grave avec lequel on ne peut pas jouer. Nous, on n'est pas à la course au like, à la course au partage. Ce n'est pas du tout comme ça qu'on réfléchit. En fait, on est complètement étranger à cette logique-là. On publie un contenu parce qu'on veut informer les gens. Et ça, c'est très important parce qu'on ne va pas dévier du type d'information ou de l'information qu'on souhaite délivrer sous prétexte que si elle était formulée différemment, elle marcherait mieux. Parce que chaque mot compte, chaque moment compte. Et donc, on est très consciencieux de ce côté-là et ça demande beaucoup de coordination au niveau international parce qu'on le fait dans 4 langues en simultané, ou à peu près en simultané. Ensuite, sur les images qu'on utilise, alors là, ça c'est un choix que j'ai envie de dire éditorial, mais qui est moral, c'est d'être extrêmement vigilant à ne pas porter atteinte à l'intégrité des personnes auprès desquelles on agit, enfin, auprès des rescapés tout simplement, pour tout un tas de raisons. On parle de gens qui ont fui ce qu'on appelle l'enfer libyen. On parle de gens qui, on va croiser leur chemin à un moment donné, et puis leur vie continue. Donc, on fait très attention, dans la mesure du possible, à ne pas montrer de visage, à ne pas donner de nom. Et après, il y a des choses qu'on a créées en interne sur les angles, les types de photos qu'on souhaite montrer. Parce qu'en fait, on peut toujours aller plus loin dans le choc, plus loin dans l'émotion. Mais l'émotion, sur le moment, elle peut créer beaucoup de réactions. Mais je suis intimement persuadé que sur le long terme, elle est contre-productive. Parce que l'émotion, c'est quelque chose de très éphémère. Là où on est sur un sujet qui est ancré dans une réalité qui n'est pas du tout, elle, éphémère. Donc, voilà comment on essaye de fonctionner. Mais c'est un travail du quotidien, de choisir ses mots, de choisir son propos, tout en étant authentique, tout en étant vrai, tout en étant au plus près de la réalité. Voilà. Mais par exemple, pour vous donner un exemple très concret, on ne montre pas de photos de personnes décédées. D'accord. Et ça, c'est un choix qui est très important pour nous. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, ça ne veut pas dire qu'elles ne comptent pas. Mais en fait, on ne voit pas ce que ça apporterait de plus. À part finalement porter atteinte à l'intégrité d'une personne qui, elle, n'a rien demandé. Et vous attendez toujours que le sauvetage soit fait pour partager une information. Vous n'êtes pas sur l'immédiateté. Ça, c'est lié aussi au fait qu'une opération, tant qu'elle n'est pas finie, peut toujours se passer quelque chose. On est dans un monde, on est ce qu'on appelle une ONG d'urgence. On parle de vies qui sont en jeu. On est dans un environnement qui est la haute mer. La haute mer, c'est extrêmement dangereux. On travaille avec des marins sauveteurs qui sont professionnels, qui sont extrêmement entraînés, mais ça n'empêche qu'à tout moment,
quelque chose peut arriver. Donc il faut, et surtout communiquer à ce moment-là, ce n'est pas la priorité. Ouais. Une opération de sauvetage, c'est une opération de sauvetage. Il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un qui est en train de la tweeter. Si elle est en train de la tweeter, en fait, elle serait... Enfin, ça n'arrive pas parce que les personnes, elles sont toutes mises à contribution sur quelque chose de plus important que de faire un tweet à ce moment-là. Ouais. Voilà, donc on attend d'avoir un peu calmé le jeu, d'être en sécurité pour pouvoir passer à une seconde phase qui va être de raconter ce qui s'est passé, qui est évidemment essentiel. Mais chaque moment sa priorité. Quand il y a des vies en jeu, c'est les vies en jeu qui sont le plus prioritaires. Et j'imagine que c'est un sujet assez polémique et dur à maîtriser vu qu'effectivement, normalement en mer, si je ne me trompe pas, il est obligatoire de porter secours aux gens qui sont naufragés ou qui sont en perdition. Et c'est des choses que les États ne font plus. Bah, en fait, oui, pour faire vraiment aller à l'essentiel. Il y a une convention maritime, dans le droit maritime, qui s'appelle la convention SOLAS, qui dit que toute embarcation en détresse doit être secourue. Si demain vous partez en vacances avec un voilier et que vous avez une avarie, il y a quelqu'un qui viendra vous porter secours et cette personne, normalement, ce sera probablement l'embarcation la plus proche de vous. Les États ont complètement renoncé à faire ce travail, qui est un travail humain, de solidarité tout simplement, et même vont à l'encontre de ça, puisque pas plus tard que, là tous les jours en fait, c'est terrifiant à quel point à quel point on est dans le déni du fait qu'il y a des gens qui sont en train de mourir aux portes de l'Europe. Donc oui, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre les États face à leurs responsabilités, de dire il y a le droit, c'est un droit international, ce sont des conventions dont vous êtes signataires, appliquez-le. Voilà. Et justement, tous les bénévoles qui travaillent chez SOS Méditerranée ne sont pas forcément sur les bateaux, ils sont aussi sur le terrain pour mener des actions de communication. J'ai notamment vu Tous Sauveteurs ou Back at Sea ou les opérations d'AIN. Est-ce qu'on peut un peu avoir des détails sur ces opérations Oui, bien sûr. Alors bon, les bénévoles par définition ne travaillent pas, ils sont engagés, ils sont mobilisés parce que c'est quelque chose qui les indigne et qui leur tient à cœur. Et ils sont la voix de SOS Méditerranée à terre en fait. Encore une fois, il n'y a pas de bénévoles sur le bateau, c'est des marins professionnels. Parce que justement, c'est une mission qui exige des compétences extrêmement précises. Oui, après, on a lancé plusieurs campagnes de communication et régulièrement, déjà, on lance des campagnes de dons 2 fois par an. Comme je l'expliquais tout à l'heure, SOS Méditerranée, c'est financé par les citoyens, donc on a besoin des dons des gens. Quand on a commencé à opérer l'Océan Viking, donc en août 2019, ça faisait 9 mois qu'on n'avait pas navigué parce qu'on nous avait, suite à un harcèlement administratif, confisqué. Il a fallu se séparer du bateau précédent qui s'appelait l'Aquarius. Et donc, on a lancé cette campagne qui s'appelait Back at Sea, donc notre retour en mer. Voilà, pour montrer aux gens que même quand on n'est pas en train de naviguer, en fait, on est en train d'essayer de résoudre les problèmes, de jamais baisser les bras, d'aller de l'avant et qu'on a besoin d'eux. Donc, les bénévoles, ils sont un maillon plus qu'essentiel. En fait, ils sont à la base de tout, puisque sans eux, il n'y aurait pas SOS Méditerranée. Sans chaque citoyen qui donne 5 euros, 30 euros, il n'y aurait pas SOS Méditerranée. Voilà, on a lancé, alors c'était juste avant le Covid et il a fallu un peu improviser, enfin pas improviser, mais revoir la copie. On a lancé une campagne qui s'appelait Tous Sauveteurs. Donc l'idée, c'était vraiment de faire un focus sur la mobilisation citoyenne en Europe, avec, pour vous donner un ordre d'idée quand même, les bénévoles en France, c'est plus de 400 événements par an auxquels ils participent. Ils font de la collecte, enfin ils font un travail absolument formidable. Et l'idée, c'était de montrer que oui, chacun à notre, un peu comme le mouvement des colibris, chacun à notre échelle, on fait partie d'un élan de solidarité internationale et qu'on a vraiment un pouvoir d'action, un pouvoir d'agir et un pouvoir d'indignation. Et donc, Tous Sauveteurs, c'est un site internet qui aujourd'hui répertorie l'intégralité des événements auxquels SOS Méditerranée participe. Et pendant le Covid, on a lancé une opération en ligne où les gens pouvaient... Je trouve que c'est assez symbolique parce que ça a probablement peu de répercussions, mais c'est une façon d'exprimer son soutien, une sorte de photobooth avec
voilà un petit frame SOS Méditerranée, les gens pouvaient écrire un message, mettre leur photo et publier ça. C'était une façon d'agir alors que toute notre activité bénévole avait été stoppée d'un seul coup à cause du Covid, mais bon, tout le monde était un peu à la même enseigne à ce moment-là. Ouais. Donc du coup, tout le monde a un peu le pouvoir de sauver aussi des vies en partageant l'information, en faisant des dons bien sûr. Ouais. Mais l'important, c'est que ça se sache vraiment, quoi. Oui, absolument. C'est une réalité complexe. Je suis venu avec ça, si les gens qui nous écoutent et qui nous regardent souhaitent jeter un coup d'œil. Ça, c'est le rapport d'activité de SOS Méditerranée, le rapport d'activité 2019. Absolument. Enfin, je me répète un petit peu, mais la mission de témoignage, elle est centrale. Et il n'y a qu'en expliquant aux gens ce qui se passe qu'on peut créer un mouvement, on peut s'adresser à nos élus, leur dire qu'il faut bouger. Et à l'intérieur de ça, évidemment, que les plateformes sont centrales, mais pas que. Si vous pouvez vous adresser, vous pouvez exprimer des revendications à travers une pétition, à travers des réseaux, en taguant vos élus, en leur proposant de les rencontrer. Parce qu'au fond, je pense que le principal problème, c'est que les gens ne savent pas. Voilà. Les gens ne savent pas. Le monde enfin, il se passe tellement de choses. Voilà. Tellement d'informations que c'est dur de transmettre celles qui comptent vraiment. Absolument. Est-ce que justement sur ce point, pour quelqu'un qui n'a pas forcément travaillé en association ou en ONG, imaginons qu'elle démarre, elle a une idée, elle a envie de sauver quelqu'un, de s'engager. Quels seraient un peu les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui se lance via une association ou via une ONG sur le digital? Quelle serait un peu la roadmap pour cette personne particulière à l'association ou ONG? Je crois qu'il faut déjà avoir confiance en le pouvoir de solidarité et d'engagement des gens. Et qu'à partir du moment où on donne un pouvoir d'action, en fait, je suis profondément convaincu qu'à titre individuel, on se sent parfois complètement démuni face à la répétition des crises dans le monde, des problèmes qui nous semblent complètement insolvables parce que trop gros. Et puis parfois, il y a des porteurs de projets. C'est le cas de SOS Méditerranée. C'était une idée quand même un petit peu folle, si j'ose dire, de se dire on va affréter un bateau et advienne que pourra. Donc il faut beaucoup de transparence, il faut beaucoup d'ambition, il faut peut-être un petit grain de folie, il faut beaucoup de travail. Et les premières personnes qui peuvent vous soutenir, c'est votre réseau. Ça, c'est, je pense, l'histoire aussi de SOS Méditerranée, c'est que les premières personnes qui se sont engagées dans le projet, c'est des très proches des cofondateurs. Voilà, premier cercle, et puis de ce premier cercle, ce second cercle. Donc on est dans quelque chose qui est bien avant la viralité. Et parce que si vous êtes capable de convaincre et d'emmener votre premier cercle, ou à l'inverse, si vous n'en êtes pas capable, vous ne serez pas capable d'aller au-delà. Et après, il y a des outils formidables tels que le financement participatif, tels que le micro-don, tels que… voilà, mais bon, c'est jamais que des outils. Finalement, avant tout, quel problème est-ce que vous adressez? Et moi, je suis intimement convaincu. On l'a vu très récemment au moment du Covid et du manque de masques. Il y a un collectif d'entrepreneurs qui a lancé Protège ton soignant. Et c'est sorti comme ça un peu d'un chapeau. Et voilà, ils se sont dit on va aller essayer de financer et de créer une chaîne logistique de solidarité pour apporter des masques, des combinaisons, du gel hydroalcoolique, parfois des respirateurs, je crois, enfin, tout un tas de matériel. Et ça a pris parce qu'à ce moment-là, les gens se sont sentis que c'était utile, eux, à titre individuel. Ce qu'ils pouvaient faire, c'était participer à un élan de solidarité. Avec leurs moyens, eux. Exactement. Okay. Et un peu pour clôturer, est-ce que tu acceptes des élèves en stage, notamment de l'ICD ou de l'EPF, qui voudraient justement t'aider à communiquer et à témoigner? Absolument, avec plaisir. On a régulièrement des offres de stages qu'on publie sur LinkedIn, vous pouvez les suivre. Alors là, il y a une stagiaire en communication qui s'appelle Camille, que je salue, qui vient juste d'arriver, donc elle est là pour quelques mois. En revanche, on a un service civique en mobilisation citoyenne qui est ouvert en ce moment.
Et c'est un très beau poste. Voilà, l'idée, c'est d'être au contact vraiment des antennes, au contact des bénévoles. Pour 8 mois, on en a besoin le plus vite possible. Donc, n'hésitez pas à nous contacter avec plaisir. Super. Donc, le site, c'est l'adresse, vous la trouverez sur Coordination Sud, c'est là où l'offre est postée. Sinon, sur le LinkedIn de SOS Méditerranée, vous le trouverez aussi. SOS Méditerranée France. Est-ce qu'il y a des questions Non. Ok. Merci beaucoup, Marc-Arthur. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Puis, merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on les transmettra par mail à Marc-Arthur ou même des candidatures. On se fera un plaisir de les faire suivre.